Bonjour à tous et bienvenue dans la correction des exercices du chapitre 5 sur l'énergie cinétique. Pour rappel, les trois outils pour naviguer dans Dactyléo. Et la première question, vous avez relevé la position d'une voiture toutes les 2 secondes. Vous avez ici le point de départ, le point d'arrivée. Quel mot, au pluriel, pouvez-vous utiliser pour décrire le mouvement de la voiture? Il fallait en choisir 2. Il fallait un mot qui décrive la trajectoire du mouvement, c'est-à-dire curviligne, rectiligne ou circulaire. En l'occurrence, c'était rectiligne. Et il vous fallait un autre mot pour définir l'évolution de la vitesse de ce mouvement. Est-ce que la voiture a un mouvement qui est ralenti, accéléré ou uniforme? En l'occurrence, vu qu'elle parcourt la même distance, puisqu'il y a la même séparation entre deux voitures, on a un mouvement qui est uniforme. Attention, il faut toujours les deux mots pour décrire le mouvement. Un seul des mots ne suffit pas. Voici 3 chronophotographies différentes faites correspondre les bons qualificatifs aux chronophotographies. Il y avait ralenti, uniforme, accéléré. Le mouvement est uniforme quand la voiture parcourt la même distance à chaque intervalle de temps. Le mouvement est accéléré quand la distance augmente au fur et à mesure pour un même intervalle de temps. Et c'est ralenti lorsque cette distance diminue au cours du mouvement. Avez-vous retenu correctement la formule essentielle de ce chapitre? La formule, c'est la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Mais vous devez aussi être capable de les faire dans les autres sens pour pouvoir calculer parfois la distance ou parfois le temps. Donc nous avons, si nous voulons calculer V, la relation c'est V égale D sur T. Donc celle-ci, elle marche, celle-là ne marche pas. Pour la distance, si on a V qui est égal à D sur T, D est alors égal à V fois T. Et enfin, pour le temps, nous avons T qui doit être égal à D sur V. Alors, quel est l'ordre de ces 3 étapes à respecter lorsque vous faites un calcul? Souvenez-vous, dans une des activités, je vous présentais la façon de présenter correctement et rigoureusement un calcul en physique-chimie. Donc les 3 étapes, c'était tout d'abord écrire la formule, ça veut dire V égale D sur T, donc la formule avec les symboles qui représentent les grandeurs, puis faire l'application numérique, donc remplacer les symboles par les nombres de l'énoncé dans ce cas en particulier. Et la 3e étape, faire la conclusion. Là, cette question-là vous demandait d'associer du coup chaque étape à sa définition. Donc c'est ce que je viens de dire lors de la question précédente. Écrire une formule correspond à écrire les symboles des grandeurs avec des égales, des fois, des divisés, de la façon dont sont liés. Par exemple, V égale D sur T. Écrire l'application numérique, c'est remplacer les symboles par les valeurs de l'énoncé. Et la conclusion, c'est écrire la phrase avec des mots, un sujet, verbe, complément qui répond à la question. À chaque fois que vous faites un calcul en physique, et j'insiste, vous devez vous poser la question de l'unité du résultat. En physique, presque toutes les grandeurs que nous utilisons, presque toutes, ont une unité. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les unités, sinon ça ne fonctionne plus. On obtient des résultats qui sont complètement faux et aberrants. Et après, vous gardez ça pendant des années et vous vous retrouvez à faire plein de fautes le jour du bac. Comme moi, j'ai pas envie que ça arrive, j'insiste dès maintenant. Donc, si le temps, il est en heures et la distance est en kilomètres, lorsque vous appliquez la formule V égale D sur T, quelle unité vous obtenez pour le résultat? En quelle unité vous obtenez la vitesse? Puisque nous faisons V égale D sur T, si la distance est en kilomètres et le temps est en heures, ça veut dire que V, on va obtenir quelque chose qui va être en kilomètres divisé par des heures, ce qu'on appelle communément les kilomètres par heure.
Donc là, vous voyez bien que c'est kilomètres divisé par des heures, puisque dans la relation, c'est une distance divisée par un temps. Alors, il y a trois copines qui décident d'aller à Lyon pour la fête des Lumières. Elles parcourent les 465 km qui séparent Paris et Lyon en 5 heures. En 5 heures, je vous passe la conversion, je vous dis que ça fait 300 minutes. On veut calculer la vitesse moyenne sur le parcours, c'est-à-dire quelle a été leur vitesse pour faire ces 465 km en 5 heures. Et on veut que le résultat soit exprimé en kilomètres par heure. Quelle valeur allez-vous choisir pour la durée T ? Est-ce que vous choisissez 5 heures ou est-ce que vous choisissez 300 minutes? Si on veut que le résultat soit en kilomètres par heure, pas d'autre choix que de mettre le temps en heures. Dans cette question, le calcul est rédigé. Donc à droite, vous avez les différentes étapes qui sont rédigées pour cet exemple-là. Il vous faut associer chacune des étapes à ce qu'elle correspond. Ça veut dire, la formule, ça correspond à quelle étape écrite? Est-ce que c'est V égale D sur T? Est-ce que c'est la vitesse moyenne du véhicule sur le trajet Paris-Lyon est 93 km/h? Ou est-ce que c'est V égale 465 divisé par 5 qui est égal à 93 km/h? Donc la formule, on l'a dit, c'est avec les symboles, donc V égale D sur T. L'application numérique, c'est remplacer le D par sa valeur dans l'énoncé et le T par sa valeur dans l'énoncé. Et la conclusion, c'est la phrase. Donc, c'était ces trois associations-là. À vous, lors d'un championnat, un coureur a parcouru les 42 195 mètres du marathon en 2 heures et 15 minutes. Quelle a été sa vitesse moyenne en km/h? Donc, je vous demande de rentrer la valeur de la vitesse, uniquement la valeur, le nombre, pas d'unité. Et pour que le logiciel puisse reconnaître votre réponse, je vous demandais d'arrondir au deuxième chiffre après la virgule. Donc la vitesse moyenne, on l'a vu en kilomètres par heure. Notre formule V égale D sur T. D doit être en kilomètres, T doit être en heure. On n'a pas le choix. Donc on convertit. La distance est égale à 42 195 mètres, ça veut dire qu'elle est égale à 42,195 km. Le temps, 2 heures et 15 minutes. Ça représente en fait 2 heures et quart, donc c'est 2,25 heures. Attention, 15 minutes, c'est un quart d'heure, donc c'est 1 sur 4, donc c'est 0,25. Donc vous deviez faire le calcul. V égale 42,195 divisé par 2,25 et arrondi à deux chiffres après la virgule, vous obtenez 18,75 km/h. Énergie cinétique et freinage. Quand elles sont en mouvement, les voitures acquièrent de l'énergie cinétique qu'il faut éliminer pour parvenir à les stopper. Vous allez maintenant calculer l'énergie cinétique d'un véhicule se déplaçant à 90 km/h, puis vous intéresser au devenir de cette énergie lors du freinage. Donc tout objet en mouvement, ce sont des rappels, acquiert de l'énergie appelée énergie cinétique, que l'on note EC. L'énergie cinétique d'un objet mobile de masse M, se déplaçant à la vitesse V, se calcule grâce à une formule que vous devez absolument connaître. Ici, il vous faut choisir parmi ces 4 propositions celle qui est correcte. Attention, il y a 2 colonnes, la colonne avec la formule et la colonne avec les unités. Il faut bien regarder les 2 colonnes. Donc, dans la vidéo qu'on avait vue dans l'activité, puis dans le bilan qu'on avait écrit, on avait vu qu'il fallait absolument apprendre et retenir que l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois m fois v au carré. La vitesse doit être au carré, c'est absolument nécessaire de s'en souvenir. Donc, ça veut dire qu'on élimine déjà la proposition 2. Maintenant, il reste la 1, la 3 et la 4. Il faut comparer les unités. Si on regarde proposition 1, l'énergie est en joules, la vitesse en kilomètres par heure, la masse en kilos. Proposition 3, joules, mètres par seconde, kilo. Proposition 4, joules, mètres par seconde et grammes.
Là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de la prendre. Lorsque nous calculons cette énergie cinétique, lorsque nous appliquons la formule, pour obtenir un résultat en joules, nous n'avons pas d'autre choix, c'est une obligation. La masse doit impérativement être en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Ça veut dire que c'est la proposition numéro 3. Comme vous venez de le voir, pour appliquer la formule, il est nécessaire d'exprimer la vitesse en mètres par seconde. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui correspond à la conversion d'une vitesse de 90 km/h en mètres par seconde. Cette question était là pour vérifier que vous aviez bien compris l'astuce qui permet de convertir très rapidement une vitesse en km/h vers une vitesse en mètres par seconde. Donc je vous ai dit, il faut soit diviser, soit multiplier. Là, en l'occurrence, les kilomètres, c'est plus grand que des mètres. Donc, pour passer de km/h à mètres par seconde, on va diviser par 3,6. Et on obtient donc environ 25 mètres par seconde. Donc, finalement, les données rassemblées, on a notre formule, l'énergie égale n² fois m fois v au carré, les unités, notre vitesse qui est égale à 90 km/h ou 25 mètres par seconde, ce qu'on vient de calculer. Maintenant, c'est à vous d'appliquer la formule et de calculer l'énergie cinétique d'une voiture de masse 100 kg se déplaçant à 90 km/h. Donc évidemment, la masse doit être en kilogrammes. Les 1000 kg sont utilisables directement, pas besoin de convertir. La vitesse doit être en mètres par seconde, donc on utilise 25 mètres par seconde et non pas 90 km/h qui était donné au départ. Donc finalement, l'énergie cinétique c'est égal à n² fois 1000 fois 25 au carré. Sous-entendu 25 fois 25. Lorsque vous faites ceci, vous obtenez comme résultat 312 500 joules. On ne le note pas ici, puisque je vous demande de ne pas noter l'unité pour que ça compte, mais nous obtenons une énergie qui est donc en joules. Le rôle des freins maintenant. On a vu le disque de frein à l'arrêt, le disque de frein lors d'un freinage. Souvenez-vous, à quoi sert le frein? Comment agit le frein? Donc le frein, c'est un convertisseur d'énergie. Il va permettre de transformer, de convertir l'énergie cinétique que possède la voiture en une autre forme d'énergie, tout simplement pour faire baisser cette énergie cinétique, ça veut dire pour faire ralentir la voiture et à la fin pour l'arrêter complètement. Dès qu'il y a mouvement, il y a énergie cinétique. Pour qu'il y ait absence de mouvement, il doit y avoir énergie cinétique égale à 0. Donc finalement, la réponse, c'était que les freins convertissent de l'énergie cinétique, qui est l'énergie de la voiture, en énergie thermique. Ils chauffent. C'est pour ça qu'on les voit si rouges lors d'un freinage. Finalement, on se retrouvait avec notre petite chaîne énergétique, comme on avait vu dans les activités précédentes, sur l'énergie. Donc on résume, l'énergie cinétique est convertie par le système de freinage en énergie thermique. C'est terminé, bravo à vous et prenez bien soin de vous.